Bonjour tout le monde. Donc on va commencer un nouveau chapitre et un nouveau thème qui est la mécanique. Dans ce chapitre de ce nouveau thème, on va juste traiter de la description d'un mouvement. Comment est-ce qu'on décrit un mouvement, sachant qu'il y a pas mal de choses qui seront des rappels de première et de termine et de seconde, pardon. Donc comment est-ce qu'on décrit un mouvement? Par exemple, vous voyez ici les images. Donc le mouvement d'une personne qui saute à la haie, le mouvement d'un ballon ici, les mouvements d'une sprinteuse, etc., etc. Donc il y a différents mouvements. Il faut quatre, il faut décrire quatre choses pour décrire un mouvement. Justement, on va le revoir. Ce sont des choses de secondes pour l'instant, et puis après, on va aller un petit peu plus loin. Il y aura besoin de quelques outils mathématiques aussi. Qu'est-ce que la mécanique tout d'abord? C'est l'étude du mouvement. Et qu'est-ce qu'un mouvement? Comment est-ce qu'on peut décrire un mouvement? Dans l'absolu, est-ce qu'on peut décrire un mouvement? Non. Pourquoi? Parce que ça dépend de plusieurs choses, donc de la personne qui décrit le mouvement. Si par exemple une personne marche vers vous, donc pour vous, elle s'approche de vous, alors que pour la personne qui était éloignée de vous, elle s'éloigne d'elle, par exemple. Ou alors pour une personne, il peut aller vers la gauche et pour vous vers la droite, etc., etc. Donc ça dépend de là où cette personne se situe par rapport à l'objet et du fait que l'observateur soit en mouvement ou non par rapport à l'objet. Donc si vous êtes sur un tapis roulant, par exemple, euh, sur deux tapis roulants différents, vous et une personne dont vous voulez décrire le mouvement, donc vous aurez l'impression que cette personne. Donc si les tapis roulants vont dans le même sens, vous aurez l'impression que cette personne, pardon, est immobile. Alors qu'une personne qui est hors du tapis roulant, pour elle, elle aura une vitesse. Donc pour pallier à tous ces problèmes, donc on est obligé de définir tout d'abord un référentiel. C'est la première chose qu'il y a à faire pour pouvoir définir un mouvement. Donc définir un référentiel. Comment est-ce qu'on décrit un mouvement? Par quatre choses. Premièrement, il faut savoir de quoi on parle. Donc, on étudie un système. Donc on étudie le mouvement d'un système. Le système, c'est un objet ou un ensemble d'objets qui sont liés entre eux et dont on étudie le mouvement. Donc si c'est un objet, par exemple comme le ballon de basket de tout à l'heure, c'est un objet dont vous allez étudier le mouvement et ça s'appelle un système. Imaginez en même temps qu'une personne vous lance un trousseau de clés. Cette fois-ci, c'est plusieurs clés, mais qui sont liées entre elles. Donc comme elles sont liées entre elles, elles vont avoir le même mouvement. Donc on peut dire que c'est un système. Par contre, si la personne avait jeté des clés séparément, donc qui n'étaient pas liées entre elles, dans un même trousseau, dans ce cas-là, on aurait euh, pu étudier qu'une seule clé à la fois. Donc chaque clé est un système. Donc soit le système est un objet, soit c'est un ensemble d'objets, mais qui sont liés entre eux. Deuxième chose à faire, donc définir le référentiel d'étude. Donc quel référentiel on va utiliser? Un référentiel, qu'est-ce que c'est? Dans référentiel, il y a le mot référence. En fait, c'est un objet de référence à partir duquel on va étudier le mouvement. Par exemple, je vous dis, moi je suis sur le pas de ma porte, ben, je vais étudier le mouvement d'une personne à partir de cette porte-là. Troisième chose, une fois qu'on sait de quoi on parle, donc le système, et qu'on a défini à partir de quel objet est-ce qu'on étudiait le mouvement, maintenant on peut parler du mouvement à proprement parler. Donc, quelle est la trajectoire du mouvement, du système, pardon. Et cette trajectoire correspond aux différentes positions prises par le centre de gravité ou centre de masse du système au cours du temps. Donc, pour étudier cette trajectoire, on aura besoin de plusieurs choses, dont un repère d'espace. Mais ça, j'y reviendrai tout à l'heure. Et d'un vecteur position. Donc, par exemple, ici, vous voyez que la Terre tourne autour du Soleil. Donc, sa trajectoire, on va dire qu'elle est circulaire. Pareil pour la Lune qui tourne autour de la Terre. Donc, la trajectoire de la Lune par rapport au référentiel géocentrique est circulaire. Alors que la Terre, c'était par rapport au référentiel héliocentrique. On reverra aussi tout à l'heure tous les référentiels. Donc si vous voulez étudier maintenant la position de la Lune dans le référentiel
héliocentrique. Donc vous voyez que c'est plus aussi simple. Donc la Lune tourne autour de la Terre, donc c'est un mouvement circulaire par rapport au centre de la Terre. Par contre, par rapport au centre du Soleil, donc dans le référentiel héliocentrique, vous voyez que ça forme des sortes de boucles. Donc, on parle d'hélicoïdal, quelque chose qui est hélicoïdal. Ensuite, quatrième chose à définir pour définir un mouvement, c'est la vitesse du système, ainsi que son évolution. Donc on parle d'accélération. Donc la vitesse et l'accélération. Si la vitesse est constante, on dit que le mouvement est uniforme, et donc l'accélération est égale à 0 dans ce cas-là. Si la vitesse varie, on dit que le mouvement est accéléré, donc la vitesse est différente de 0. Et on dit bien accéléré pour les deux types. Soit quand la vitesse augmente, l'accélération est supérieure à 0, soit quand la vitesse diminue. C'est quand même un mouvement accéléré, même si l'accélération est négative. Dans la vie courante, on parle plus de mouvement décéléré. Mais en fait, quand on dit accéléré, ça peut être aussi bien positif que négatif, l'accélération. Donc dans les deux cas, c'est un mouvement accéléré, mais ça ne veut pas dire que le système va accélérer dans les deux cas. Il va accélérer quand la vitesse augmente, alors qu'il va décélérer quand la vitesse diminue. Donc un petit exemple, ça c'est une phrase type que vous devez connaître pour pouvoir répondre à une question simple. Quel est le mouvement de la Lune, par exemple, dans le référentiel, géocentrique? Donc vous devez faire une phrase de ce type-là. Donc le mouvement de la Lune, dans le référentiel géocentrique, est circulaire uniforme. Et dans cette phrase-là, vous avez les 4 caractéristiques. Vous parlez de la Lune, donc vous dites de quel système il s'agit. Vous parlez du référentiel géocentrique, donc vous donnez le référentiel à partir duquel vous étudiez le mouvement. Vous donnez la trajectoire qui est circulaire et vous donnez la vitesse en disant le terme uniforme. Comme c'est uniforme, vous savez que la vitesse est constante. Vous pouvez aussi donner la valeur de la vitesse, mais c'est pas le plus important ici. Le plus important, c'est de savoir qu'elle est constante. Donc ici, vous avez les 4 choses les plus importantes pour décrire un mouvement. Je vais maintenant revenir sur chaque point, mais je vais aller assez vite parce que ce sont juste des rappels de seconde et première. Qu'est-ce qu'un système? On l'a dit tout à l'heure, c'est l'objet ou l'ensemble des objets liés entre eux dont on va étudier le mouvement. Quelques exemples. Ici, qu'est-ce qu'on étudie? Pareil pour cette photo, pareil pour cette photo. Donc pour la première photo, quel mouvement quel système on va étudier? On va étudier le mouvement de la balle de golf. Dans la deuxième photo, qu'est-ce qu'on va étudier? Le mouvement du parachutiste plus du parachute. Donc les deux en même temps. Pourquoi? Parce qu'ils sont liés entre eux. Si à un moment donné le parachute se libère du parachutiste, s'envole, dans ce cas-là, on va parler que du parachutiste, par exemple. Pareil pour la moto et le motard. Les deux sont liés entre eux. Tant que le motard est sur la moto, le système étudié, ce sera la moto plus le motard. Si le motard s'envole, parce qu'il y a un carambolage ou peu importe, dans ce cas-là, on va étudier plus que l'un ou l'autre des deux systèmes. Le référentiel, vous devrez connaître 3 référentiels différents, sachant qu'il y en a une infinité d'autres. Donc le référentiel représente l'objet de référence à partir duquel on va étudier le mouvement. Quelques exemples. Donc le référentiel terrestre, qu'est-ce que c'est? C'est un référentiel dans lequel l'objet de référence se situe sur la surface de la Terre. Donc ça peut être par exemple votre maison, ça peut être peu importe. C'est quelque chose qui est sur la surface de la Terre. Ça peut être une montagne. Référentiel géocentrique. Dans géocentrique, vous avez géo et vous avez centrique. Géo, ça veut dire terre, centrique, donc le centre. Donc c'est le référentiel pour lequel l'objet de référence, c'est le centre de la Terre. Le référentiel héliocentrique, c'est à peu près la même chose. Hélios, en grec, ça veut dire soleil. Donc le référentiel héliocentrique, c'est le référentiel qui a pour objet de référence le centre du soleil. Et ici, vous avez toutes les caractéristiques
des trois référentiels. Parce que dans chaque référentiel, je vous avais dit qu'on devait avoir un, un repère d'espace qui est associé. Et les repères d'espace, pour les repères, vous devez avoir une origine et vous devez avoir des axes. Comme on vit dans un monde en trois dimensions, on a trois axes, l'axe OX, OY et OZ. Donc ici, euh, le référentiel terrestre, vous avez dit que c'était un point de la surface de la Terre, l'origine. L'axe OX et OY, ce sont deux axes qui sont dans le plan horizontal, donc qui est sur le sol, par exemple, ou alors un peu au-dessus, mais bon, qui est parallèle au sol en tout cas. Et dans ce cas-là, c'est à vous de choisir, selon le problème, quels sont les axes OX et OY. Alors que l'axe OZ, en général, c'est l'axe qui est vertical, vers le haut ou vers le bas. En général, on prend plus vers le haut, sauf quand on a une chute libre. Parfois, il arrive qu'on prenne un axe OZ vers le bas. Donc là, vous avez ça ici. OZ, c'est vers le haut. Et les deux axes sont choisis en fonction de la maison, dans ce cas-là, de la pièce. Pour le référentiel géocentrique, l'origine, c'est le centre de la Terre, je vous l'avais déjà dit. Et les trois axes, comme dans l'espace, on n'a pas de quadrillage, on n'a pas comme dans la maison qui est ici, des directions privilégiées. Dans ce cas-là, on est obligé de choisir de manière arbitraire des axes, mais des axes qui ont des angles de 90 degrés entre eux à chaque fois, pour que ce soit un repère orthonormé. Et dans ce cas-là, en fait, on va choisir à chaque fois des étoiles fixes, parce que les étoiles, quand elles sont très 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 lointaines, en réalité, elles ont un mouvement, mais comme elles sont très 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 lointaines, leur mouvement n'est pas apparent pour nous. Donc on a l'impression qu'elles sont fixes. Donc on va choisir ces étoiles lointaines euh, pour donner ces axes-là. Donc l'axe OX, c'est celui-ci. Pourquoi? Parce que à des milliards d'années-lumière, par exemple, on a une étoile qui est fixe par rapport au Soleil. Par rapport à la Terre aussi d'ailleurs. Pareil pour l'étoile E2, pareil pour l'étoile E3. Et ça forme un repère orthonormé. Pour le référentiel héliocentrique, l'origine va changer, c'est le centre du Soleil, alors que les trois étoiles, ce sont les mêmes que les étoiles du référentiel géocentrique. Ça veut dire que les axes OX sont parallèles, les axes OY pour les deux référentiels héliocentrique et géocentrique sont parallèles entre eux aussi, et OZ, pareil, ils sont parallèles. Donc en fait, ce sont les mêmes axes, sauf que c'est le même repère, sauf que l'origine est différente. Pour celui-ci, il est situé au centre du Soleil, alors que là, pour les géocentriques, c'est au centre de la Terre. On va commencer par le référentiel terrestre, mais d'abord je vais vous expliquer un petit peu le repère d'espace, à quoi il sert. Donc, en général, on choisit ce repère d'espace de telle sorte à ce que la description du mouvement soit la plus simple possible. Donc par exemple, si vous avez un basketteur qui va lancer sa balle dans ce sens-là, bah vous choisissez l'axe OY qui est pile poil dans la direction du lancer. Comme ça, vous n'aurez pas à calculer la trajectoire dans les deux axes OX et OY en même temps. Donc vous aurez un seul axe qui va compter, plus le OZ bien sûr. Donc ce type de repère, donc ce repère d'espace OIJK, ça s'appelle un repère cartésien. Donc ça, vous devez retenir ce terme. Et c'est un repère qui est orthonormé. Orthonormé, qu'est-ce que ça veut dire? Ortho. Ça veut dire que les graduations sont les mêmes dans chaque axe. Donc 1 mètre pour l'axe OY, c'est le même mètre que pour l'axe OZ, et c'est la même chose que pour l'axe OX. Donc il n'y a pas de différence entre les trois. Et pardon, ça c'est pour normer. Et ortho, c'est pour dire que c'est orthogonal. Donc orthogonal, donc les axes OX, OY, OZ sont perpendiculaires entre eux. Il existe d'autres repères d'espace, comme le repère de Freinet. On va le voir vers la fin du cours. Donc le repère de Freinet, c'est un repère qui va être utilisé surtout, par exemple, pour les planètes ou pour les satellites. Donc pour les mouvements qui sont circulaires.
à peu près circulaire. Donc, dans les repères d'espace, ça c'est peut-être nouveau pour vous, on va mettre des vecteurs qui s'appellent des vecteurs unitaires. Qu'est-ce qu'un vecteur unitaire? C'est un vecteur qui donne un sens et une direction. Donc, pour le vecteur i par exemple, ça va donner le sens et la direction de l'axe OX. Par contre, ça ne va pas avoir d'incidence sur la taille. Par exemple, si ici, je vous dis que OX, que le, pardon, que la coordonnée selon x d'un point est égale à 3, il sera ici. 3i, ça voudra simplement dire que c'est 3 dans la direction et le sens de i. Pourquoi? Parce que i, sa norme, c'est égal à 1. Un vecteur unitaire a toujours une norme égale à 1. Donc, exemple ici, vous avez un point M, ça peut être une mouche dans une pièce, ça peut être un ballon, peu importe, un système. Vous avez un point M. Comment est-ce qu'il est situé dans l'espace? Comme ça. Donc ça veut dire que s'il tombe, il va tomber sur le sol ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans la pièce, ses coordonnées, ce sera xm, ym et zm. Zm, c'est la taille qui est là, qui est la même taille que celle-là. Donc xm, ym, zm. Donc le vecteur OM, on va dire que c'est xm selon le vecteur unitaire i, plus ym selon le vecteur unitaire j, plus zm selon le vecteur unitaire k. Donc ça veut dire qu'au lieu de faire ça, c'est comme s'il faisait xm selon i, plus ym selon j, plus zm selon k. Et en fait, il est bien parti d'ici, et il est arrivé ici. Donc ça vient là. Deuxième chose qu'il faut associer à un référentiel, en plus du repère d'espace, c'est un repère de temps. Pourquoi? Parce que justement, quand on définit un mouvement, quand on décrit un mouvement, on décrit un mouvement dans le temps. Tel ballon, par exemple, était à tel point à tel moment, et il est arrivé à tel point à un autre moment. Donc il faut absolument définir un moment origine. Donc l'origine des dates, en général, on va le définir comme le début du mouvement. Par exemple, si une voiture démarre, et elle fait toute sa route, l'origine des dates, on va la choisir quand la voiture aura démarré, aura fait le début de son voyage. Si, comme on va le voir dans plusieurs exercices, c'est un lancer franc par exemple au basket, ben, on va choisir l'origine des dates au moment, pile poil, où le joueur de basket aura lâché le ballon. Pour les repères d'espace, pourquoi est-ce qu'on choisit des repères d'espace? Pour quadriller l'espace. Pourquoi on doit quadriller l'espace? Pour pouvoir positionner à chaque fois l'objet. Donc le ballon, pour dire à quel endroit il est dans l'espace, bah, c'est compliqué si vous n'avez pas vous n'avez pas quadrillé l'endroit. C'est un petit peu la même chose. Quand vous devez faire une courbe, bah, vous placez un point parce que vous connaissez ses coordonnées. Donc là, c'est un petit peu pareil. On a des coordonnées, donc c'est comme si qu'on avait quadrillé l'espace. Sauf que ces lignes qui permettent de quadriller l'espace sont virtuelles. Donc tout ça, je vous l'ai déjà dit. Donc deux exemples. On a un repère cartésien à 2 dimensions et un repère cartésien à 3 dimensions. On peut même avoir un repère cartésien à une seule dimension. Dans quel cas? Donc le repère cartésien à 2 dimensions, on l'utilise quand le mouvement se fait seulement sur 2 dimensions. Donc par exemple un lancer franc au basket. Donc, la balle ne va varier que selon l'axe OX et OY, ou OZ, si on choisit OZ en général on choisit plutôt Z pour, pour l'altitude, pour l'aspect vertical. Par contre, si vous avez un objet qui varie selon les 3 dimensions de l'espace, vous êtes obligé de choisir un repère à 3 dimensions de l'espace. Dans quel cas est-ce qu'on choisit un repère à une seule dimension? Le cas d'une chute libre, par exemple, si vous lâchez un objet
et qu'il tombe pile poil que vous le laissez tomber, il n'y a qu'une seule dimension qui va varier, c'est l'axe OZ. Donc vous avez un objet ici, vous le laissez tomber, ça va pas varier selon OY, ça va pas faire comme ça. Ni selon OX, ça va pas faire comme ça non plus. Donc on ne pourra ne choisir qu'un seul axe. Le vecteur unitaire, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour le I, sa direction c'est OX, son sens c'est le sens des x croissants, sa norme c'est 1, parce que c'est un vecteur unitaire. Unitaire ça veut dire 1 en fait. Et son point d'application c'est toujours le centre O du repère. Pareil pour les autres. C'est exactement pareil pour les autres. Donc ça je vous laisse le relire tranquillement chez vous, vous aurez le PDF aussi. Ensuite, le repère de temps, qu'est-ce que c'est? Je vous en ai déjà parlé, je ne vais pas y revenir. Ça sert à quoi? Ça sert à placer un instant T0 qui est appelé origine, origine des dates, pour pouvoir, à partir de cet instant-là, euh, définir à quel moment il se passe telle chose par rapport au mouvement que vous avez choisi d'étudier. Et pourquoi est-ce que c'est important? Parce que on verra, euh, pas dans ce cours, un petit peu, mais surtout dans le cours prochain, que les conditions initiales sont super importantes pour définir, par exemple, la trajectoire, donc l'équation de la trajectoire d'un mouvement. Et qu'est-ce qu'une condition initiale? Les conditions initiales, en fait, c'est tout ce qui, au moment t égale 0, à l'instant t égale 0, donc à l'origine des dates, c'est tout ce qui vous permettra de définir le système. Et qu'est-ce qui permet de définir un système par rapport au mouvement? C'est premièrement sa position, donc c'est écrit là. Deuxièmement, sa vitesse. Et troisièmement, son accélération. Donc, les conditions initiales, ça va toujours être le vecteur position, on verra après qu'est-ce que c'est, le vecteur vitesse initial et le vecteur accélération initial. Ça, ce sont les trois coordonnées du vecteur position, les trois coordonnées du vecteur vitesse initiale et les trois coordonnées du vecteur accélération initiale. Donc là, c'est juste pour placer les choses. Ensuite, je vais aller assez rapidement sur ça. Le référentiel terrestre, j'en ai déjà parlé. Par exemple, ici, on a un skieur. Si on veut définir son mouvement, il faut placer forcément un repère. Quel référentiel on va choisir? Le référentiel terrestre, parce que c'est à partir d'un d'un point de la surface de la Terre qu'on va étudier le mouvement de ce skieur. Donc en général, quand on étudie le mouvement, c'est une personne qui le fait. Et cette personne se situe sur Terre. Donc à partir d'où on va observer ce skieur, par exemple, on va prendre le sommet de la colline, ici. Donc à partir de là, on va placer un axe OX. Pourquoi on place comme ça? Parce que le skieur va dans cette direction-là, dans ce sens-là et cette direction-là. Donc on le choisit comme ça. OY dans ce sens-là, donc à 90 degrés par rapport à OX. Et OZ, c'est toujours la verticale. OX, OY, ça forme le plan horizontal. Et OZ, c'est la verticale. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure. Donc ce repère, on le verra après, il est en rotation par rapport aux autres référentiels, donc les référentiels géocentriques et héliocentriques. Pourquoi? Parce que la Terre tourne sur elle-même. Donc on va le voir juste après. Donc ici, on a le skieur. Dans le référentiel géocentrique, comment est-ce que ça se passe? Donc la Terre est ici. Donc on va dire que le skieur se trouve là où vous avez les trois axes verts. Donc il est là. Donc on voit bien que la Terre tourne. Donc c'est compliqué dans le référentiel géocentrique d'observer ce mouvement-là, de d'écrire ce mouvement-là. C'est pour ça qu'on ne le fait pas. Et bon, c'est juste pour vous donner la différence entre les trois référentiels. Là, vous avez le plan de l'écliptique. C'est quoi le plan de l'écliptique? C'est le plan sur lequel vont tourner toutes les planètes autour du Soleil. Et vous savez que l'axe nord-sud est incliné par rapport au plan de l'écliptique. C'est ce qui explique les saisons.
Et donc les trois axes OX, OY et OZ, donc le OX, OY vont être sur le plan de l'écliptique, le OZ va être perpendiculaire à ce plan-là. Et les trois, je vous l'avais dit tout à l'heure, pointent vers des étoiles lointaines, alpha, bêta et gamma. Alors que l'origine du système est au centre de la Terre. Donc comme l'origine du système, l'origine du repère est au centre de la Terre, le centre de la Terre, si c'est un point, ça ne tourne pas. Donc il ne va pas suivre la rotation de la Terre. Donc ça veut dire que c'est pour ça que ces trois axes-là vont être toujours parallèles aux trois axes du repère qui est lié au référentiel héliocentrique. Notamment, on voit le référentiel héliocentrique, vous avez le Soleil et la Terre qui tourne autour du Soleil. Vous voyez que les trois axes ne tournent pas. Il reste toujours, l'axe OX reste toujours, va toujours vers la droite, l'axe OZ toujours vers le haut, et c'était OY vers la droite, pardon, et OX toujours vers vous. Ces trois axes sont les mêmes pour le référentiel héliocentrique, parce qu'ils pointent vers les mêmes étoiles. Et c'est toujours le plan d'écliptique pour l'axe OX et OY. Donc c'est exactement pareil que pour le référentiel géocentrique. Donc ça, je vous laisse regarder ça chez vous rapidement. Je vous ai mis trois petites diapositives qui vous permettent de bien comprendre les différences entre les trois, mais je vous laisse les lire chez vous aussi. Donc voilà pour les référentiels. Maintenant, on passe à la trajectoire. Donc qu'est-ce que la trajectoire? La trajectoire, c'est l'ensemble pour un objet, pour un système, c'est l'ensemble des positions successives prises par ce point au cours du temps. Et bien sûr, ça dépend du référentiel. C'est pour ça qu'on doit choisir tout d'abord un référentiel. Quelques exemples. Là, on a des traces de pas. La trajectoire, on voit bien qu'elle est rectiligne, parce que l'ensemble des positions prises par la personne au cours du temps forme une droite. Pour la grande roue, si vous choisissez de suivre une personne qui est à l'intérieur de cette grande roue, vous verrez que cette personne-là est ici, ensuite ici, etc. Donc ça forme un cercle. Donc quand la courbe forme un cercle, on dit que la trajectoire est circulaire. Exemple du grand 8, là ça forme quelque chose d'assez aléatoire. Et quand c'est aléatoire, quand c'est une courbe quelconque, on dit que c'est une trajectoire curviligne. Donc vous avez trois trajectoires à retenir, donc la trajectoire rectiligne, la trajectoire circulaire et la trajectoire curviligne quand c'est ni circulaire ni rectiligne. Donc il faut positionner bien sûr le vecteur position. Et justement, on voit qu'est-ce que le vecteur position ici. Le vecteur position, c'est une fois que vous avez posé votre repère d'espace, vous pouvez positionner l'objet, donc le système que vous étudiez, dans l'espace. Et cet objet, justement, vous le positionnez à l'instant initial. Sauf que quand vous allez déclencher le chronomètre, cet objet va prendre d'autres positions dans l'espace, sauf s'il est immobile. Et dans ce cas-là, vous aurez un vecteur position qui va varier. Un exemple, on a un ballon de basket qui est situé en M1. Donc là, vous avez un repère d'espace. Le ballon de basket est ici. Donc ses coordonnées sont x1, y1 et z1. Ensuite, à un instant suivant, donc on va dire par exemple une seconde plus tard, il est situé en M2 et ses coordonnées vont être x2, y2 et z2. Donc on peut écrire les deux vecteurs position au M1, qui est celui-ci, et au M2, qui est celui-ci. Ça s'appelle des vecteurs position. Au M1, comment est-ce qu'on a fait pour le positionner? Comment est-ce qu'on fait pour le positionner? On sait que les coordonnées sont x1, y1 et z1. Donc le ballon, s'il tombe
tombe ici, ça veut dire que x1 c'est ici. Ça veut dire aussi que y1 c'est ici. Donc on prend toujours la parallèle à l'axe OX pour trouver x1. La parallèle à l'axe... pardon, je dis des bêtises. Parallèle à l'axe... Désolé, je sais pas pourquoi il y a un problème ici, je n'arrive pas à revenir en arrière, mais peu importe. Donc on prend la perpendiculaire à l'axe OX pour trouver x1, la perpendiculaire à l'axe OY pour trouver y1. Donc au pire, vous prenez la parallèle à OX pour trouver y et la parallèle à OY pour trouver x. Et pour Z1, pareil. Donc en fait, vous prenez un cube. Il faut que vous preniez un cube ou un prisme. Pareil pour M2. Donc x2 c'est ici, y2 c'est ici, et z2 c'est là. Donc j'espère que vous avez à peu près suivi. En général, vous n'aurez pas vraiment à faire ça. En général, dans les exercices qu'on vous donnera, ce sera plutôt un repère à 2 dimensions que vous allez utiliser. Mais dans le supérieur, vous utiliserez de plus généralement des repères à 3 dimensions. Donc on peut aussi écrire le vecteur M1, M2. C'est celui-ci. Pourquoi? Parce que c'est lui qui va vous servir justement à définir la vitesse de ce ballon de basket. On y reviendra tout à l'heure. M1, M2, qu'est-ce que c'est? Donc, pour partir de M1 à M2, c'est comme si je veux faire un détour, je fais M1O, puis OM2. C'est ce qui est écrit ici. Donc M1, M2, c'est égal à M1O plus OM2. C'est aussi la relation de Schall. Le O qui est ici, vous pouvez l'enlever, vous retrouvez M1, M2. M1O, il n'y a que le sens qui change par rapport à OM1. La direction est la même, il n'y a que le sens qui change, donc c'est M1O, c'est égal à moins OM1. Donc il y a juste ça qui change ici, plus OM2. Et dans ce cas-là, vous avez, si on change OM2 et OM1, ça fait OM2 moins OM1. Et OM2 moins OM1, qu'est-ce que c'est? Quelque chose de final moins quelque chose d'initial. Donc le vecteur position à l'instant T2 moins le vecteur position à l'instant T1, ça vous donne une variation du vecteur position. Donc delta OM. Donc M1, M2, c'est la même chose que delta OM. Donc vous avez M1, M2 qui est égal à moins OM1, ou plutôt OM2, qui est là. C'est ce qu'on vous avait écrit ici. Moins OM1, qui est là. C'est ce que vous avez ici aussi. Et si je veux tout regrouper selon I, ensuite selon J, ensuite selon K, j'avais x2 selon I, et ici j'avais moins x1 selon I, ça fait x2 moins x1 selon I. Selon J, j'ai y2 moins y1, ici. Et selon K, j'ai z2 moins z1, ici. Ze moins z1. Le moins, il est ici. Donc ici, normalement, vous l'avez déjà vu en maths, mais bon, je reviens sur ça. Donc en gros, les coordonnées du vecteur M1, M2, c'est x2, x1, x2 moins x1, pardon, y2 moins y1 et z2 moins z1. C'est deux façons différentes de l'écrire. Donc soit vous mettez entre parenthèses x2 moins x1, en bas y2 moins y1, et encore en bas z2 moins z1, soit vous mettez ça comme ça, avec les vecteurs unitaires. On verra les deux façons d'écrire tout à l'heure. Et là, vous avez le même problème, mais avec simplement deux coordonnées, x, OX, les deux axes OX et OZ. Et là, le problème est un petit peu plus simple. Il n'y a pas les grands cubes, vous avez juste à placer directement les coordonnées. Maintenant, on va passer à une chose que vous connaissez déjà, mais on va aller un petit peu plus loin. Qu'est-ce qu'une vitesse moyenne? Exemple, si vous voyagez par exemple entre Paris et Marseille, on va dire que c'est 800 km.
et que vous avez mis 9 heures pour parcourir cette distance. Quelle vitesse vous pouvez calculer? Pour l'instant, jusqu'à présent, on vous a appris à calculer seulement la vitesse moyenne. Donc vous prenez la distance et vous la divisez par la durée. Donc d divisé par delta t. Et dans cela, ça vous donne 800 km que vous convertissez en mètres, donc 8,00 fois 10 puissance 5, divisé par 9 heures que vous convertissez en secondes, donc 9 fois 60 fois 60. Et ça vous donne bien 24,7 ou 25 mètres par seconde. Si vous multipliez par 3,6, ça vous donne le résultat en km par heure, donc à peu près 89 km par heure. Est-ce que ça veut dire euh, que vous avez roulé pendant 88,9 km par heure pendant toute la durée du trajet, pendant les 9 heures? Ça ne veut pas du tout dire ça. Il y a eu des feux, il y a eu des embouteillages, vous avez fait des pauses, vous avez mangé. Donc, en réalité, ce qui est intéressant pour nous, c'est pas vraiment la vitesse moyenne. Ça ne veut pas dire grand-chose en réalité, sauf sur une petite distance. Mais ce qui va nous intéresser, nous, plus précisément à partir de maintenant, c'est la vitesse instantanée. Ça veut dire que c'est la vitesse c'est sur votre tableau de bord. Mais on va quand même continuer sur la vitesse moyenne. Comment est-ce qu'on calcule une vitesse moyenne? Une vitesse, cette fois-ci, vecteur vitesse moyenne. Donc c'est la même chose que d sur delta t, sauf qu'à la place du d, on va mettre cette distance sous forme d'un vecteur. Quelle est la distance? Par exemple, M1, M2. M1, on va dire que c'est Paris, c'est votre départ, et M2, c'est là où vous êtes arrivé. Donc le vecteur M1 et M2 divisé par la durée que vous avez mise. Et on vient de voir tout à l'heure que M1, M2, ce vecteur-là, c'était égal au vecteur OM2 moins OM1, qui était aussi égal au vecteur delta OM. Donc ça, c'est quelque chose à retenir. La vitesse moyenne, le vecteur vitesse moyenne, c'est égal à delta OM divisé par delta t. Donc ça veut dire que c'est la variation du vecteur position par rapport à la durée, divisé par la durée. Donc ça, c'est vraiment une chose que vous devez retenir. On va le revoir justement pour la vitesse instantanée. Et cette relation vous permet de dire aussi que V moyenne, vitesse moyenne, le vecteur vitesse moyenne et le vecteur delta OM, ou M1, M2, c'est la même chose, ce sont deux vecteurs qui sont collinéaires. Pourquoi collinéaires? Parce qu'ils sont proportionnels. Comme ils sont proportionnels, les deux, on peut dire qu'ils sont collinéaires, ça veut dire qu'ils ont même direction et même sens. Sauf si delta t était négatif, mais c'est pas possible pour delta t, que delta t soit négatif. Donc, collinéaire, ça veut dire plutôt même direction, mais ici on peut dire aussi qu'ils ont le même sens. Donc, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, M1 ça représente Paris, M2 ça représente Marseille, T1 c'est l'heure de départ, et T2 c'est l'heure d'arrivée à Marseille. Donc ici c'est ce que vous avez, et la vitesse moyenne, le vecteur, une fois que vous l'avez calculé, vous pouvez calculer sa norme ça vous donne la taille de la flèche, vous pouvez connaître la direction et le sens. Et donc dans ce cas-là, le positionner quelque part. Donc à partir de la vitesse moyenne, comment est-ce qu'on peut déterminer la vitesse instantanée? La vitesse instantanée, en fait, c'est la vitesse de votre voiture à chaque instant. Ça veut dire qu'elle varie, cette vitesse. Sauf si vous faites 88,9 km par heure pendant toute la durée, mais ça c'est vraiment impossible. Donc quelle est votre vitesse instantanée? Pour ça, ce qu'on doit faire, c'est prendre exactement la même vitesse, la même, pas vitesse, mais la même formule que pour la vitesse moyenne, sauf que on doit prendre cette vitesse pour deux points qui sont très très proches l'un de l'autre. On va pas prendre M1 et M2. Donc M1 et M2, ça voudrait dire je prends le point M1 qui est à Paris et le point M2 qui est à Marseille. Ben non, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser cette distance en tout petits morceaux. Et dans ce cas-là, au lieu de prendre delta OM, donc le vecteur variation plutôt la variation du vecteur position entre M1 et M2, ce qu'on va faire, c'est qu'on va
prendre des vecteurs des variations des vecteurs position pour des positions qui sont très proches l'un de l'autre. Par exemple, votre voiture est ici, vous voulez la vitesse à ce moment-là, mais vous allez prendre la vitesse à cet instant-là et la vitesse à cet instant-là. Par exemple, situé à 10 cm l'un de l'autre. C'est rien du tout par rapport à 800 km, 10 cm. Et en réalité, la vitesse instantanée, on prend encore des tronçons encore plus petits, ou des tronçons infinitésimaux. Et dans ce cas-là, on remplace le delta qu'on avait tout à l'heure par un d. D, ça veut dire différentiel. Et c'est comme une variation, mais c'est une variation infiniment petite. Pareil pour delta t, on le remplace pour dt. En fait, c'est la même chose que tout à l'heure avec le delta, sauf que pour delta t qui s'approche de 0. Donc ça veut dire que vous prenez deux positions à des instants très proches l'un de l'autre. Par exemple, vous prenez une position à 10 heures, pile poil, et une autre position à 10 heures et une microseconde. Donc il n'aura pratiquement pas avancé, mais ça va vous permettre de prendre la vitesse, de donner la vitesse instantanée. Donc ça, c'est à retenir aussi encore plus que celle de tout à l'heure. Donc la vitesse instantanée, le vecteur vitesse instantanée, c'est DOM sur DT. On verra après comment est-ce qu'on utilise ça. Sachant que DOM sur DT, c'est ce qu'on appelle aussi une dérivée par rapport au temps. Donc ça, c'est ce qu'on vient de voir. Donc D, c'est ce que je viens de vous dire, c'est l'équivalent de la lettre delta, sauf que delta, ce sont des variations qui sont assez grandes, alors que D, c'est une variation qui est infinitésimale, donc ça veut dire très 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 petite, infiniment petite. Donc ça veut dire que DOM sur DT, c'est la variation du vecteur position par rapport à un temps qui est très petit. Et on appelle ça la dérivée du vecteur position par rapport au temps. La dérivée. Vous l'avez vu en mathématiques normalement. Sauf qu'en mathématiques, la dérivée, vous l'appelez, par exemple, la dérivée de la fonction f par rapport à x, vous l'appelez f' de x, alors que nous, ici, et d'ailleurs en mathématiques aussi, dans le supérieur, vous l'appellerez comme ça, c'est df sur dx. Donc df sur dx, c'est rien d'autre que f' de x. Donc ici, ce qu'on aurait ici, par exemple, pour la vitesse, donc la vitesse, ce serait rien de plus que OM' de t. Donc OM, c'est f, et t, c'est x. Donc OM' de t. Donc cette vitesse instantanée, on peut la décomposer selon ces trois coordonnées, x, y et z. Donc v, c'est égal à vx, selon i, plus vy selon j, plus vz selon k. Donc ça, en fait, on le décompose par rapport au repère d'espace qu'on a choisi. Donc dans ce cas-là, comme on sait que la vitesse, c'est la dérivée du vecteur position par rapport au temps, donc ça veut dire que que la vitesse, que la coordonnée selon l'axe OX de la vitesse, ce sera dx sur dt. Pourquoi? Parce que x, c'est la coordonnée selon l'axe OX de OM. Pour Vy, ce sera dy sur dt, et pour Vz, ce sera dz sur dt. En fait, on prend les coordonnées de OM, donc x, y et z, et on les remplace. Comment est-ce qu'on peut tracer un vecteur vitesse? On va le voir juste après. Pour ça, en fait, il faudra calculer, pour la vitesse v4, il faut prendre un point avant, un point après. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, une trajectoire, c'est un ensemble de positions successives prises par un système, et ces différentes positions, vous les connaissez. Donc si vous voulez la vitesse à la position 4, il faut que vous ayez vous preniez la position 3 et la position 5, vous faites le vecteur m3, m5, et vous le divisez par la durée qu'il y a eu entre la position 5 et la position 3. Je vais être un peu plus explicite après. Donc exemple de vitesse, comment est-ce qu'on décompose la vitesse?
pour un ballon de basket. Donc là, on va choisir seulement deux axes, parce qu'un lancer franc, le ballon ne varie que sur deux axes. Donc c'est inutile de prendre trois axes, même si on en prendra trois plus tard pour s'en rendre compte. J'aurais pu prendre l'origine du repère au niveau du ballon, et mettre dans ce cas-là l'axe X ici. Mais là, en fait, on va faire comme si on le choisit au sol. Mais on aurait pu très bien le choisir au niveau du ballon. Donc ça, ce sont les vecteurs unitaires. Et la vitesse du ballon, le vecteur vitesse instantanée du ballon, j'aurais même dû mettre V0, donc le vecteur vitesse initial, il est ici. Comment est-ce qu'on définit ce vecteur vitesse? Ben, par rapport à l'axe OX. Donc par rapport à l'axe OX, il a un angle alpha, le vecteur vitesse initial. Et comment est-ce qu'on définit ça? Vu qu'on est sur un repère à deux dimensions, OX et OZ, on va donc prendre Vx qui est ici, et Vz, donc Vx, vous voyez, en fait, ça correspond à ça. Le vecteur Vx, c'est Vxi, et Vz, qui est ici. Donc, Vz fois le vecteur k, ça donne le vecteur Vz, qui est là. Ça veut simplement dire ça que la taille qui est là, c'est Vz, sans le k. Le k, il permet simplement de donner la direction et le sens. Comme vous savez que cosinus, c'est égal à côté adjacent sur hypoténuse, donc là vous avez bien avec un triangle rectangle, ici, rectangle ici. Donc si vous voulez connaître le cosinus de alpha, c'est le côté adjacent, qui est Vx, pas le vecteur Vx, hein, juste la taille, donc la norme de Vx, divisé par l'hypoténuse qui est la norme de V. Alors que le sinus, c'est le côté opposé à l'angle, donc l'angle il est là, le côté opposé c'est Vz, divisé par V, l'hypoténuse. C'est ce que vous avez ici. Donc si maintenant je veux isoler le Vx, pour savoir à quoi est égal ce Vx là, ben, j'ai juste à isoler mon Vx ici, ça me donne V fois cosinus alpha, et le Vz ici, ça donne V fois sinus alpha. Donc, c'est ce qu'on peut mettre ici. Ça, pratiquement dans la majorité des exercices, vous aurez cette vitesse-là à décomposer. Donc retenez bien ça en fait. Ça, Vx, ce sera V cos alpha, et Vz, ce sera V sinus alpha. Comme en général, cette vitesse, c'est la vitesse initiale, donc ce sera V0 ici. Donc V0x est égal à V0 cosinus alpha, et V0z, ce sera V0 fois sinus alpha. Mais je vous le montrerai dans d'autres exemples. Et autre chose qu'il faudra savoir faire aussi, c'est si vous connaissez Vx et Vz, comment est-ce que vous pouvez connaître la vitesse? Ça, on le verra surtout dans les TP. Il faut juste utiliser le théorème de Pythagore. Vous avez bien un triangle rectangle, donc V au carré, qui est l'hypoténuse au carré, est égal à la somme au carré des deux autres côtés. Donc Vx au carré plus Vz au carré. Si vous voulez avoir simplement V, il faut simplement ajouter la racine carrée. Donc V est égal à la racine carrée de Vx au carré plus Vy au carré. Donc ça, vraiment, il faut que vous soyez à l'aise avec ça. Ensuite, quelques petites choses en plus. Parfois, vous allez tomber sur comment dire, des graphiques, des courbes, x par exemple en fonction de t. Donc là, vous voyez bien que c'est simplement x, donc on prend une seule coordonnée par rapport au temps. Donc comment varie la coordonnée x par rapport au temps? Si on reprend l'exemple de la voiture, une voiture avance, elle démarre,
donc sa vitesse augmente. Est-ce qu'elle augmente tout le temps? Est-ce qu'elle diminue? On verra justement comment faire pour comprendre cette courbe. Pour comprendre cette courbe, ça ressemble un petit peu à la cinétique qu'on avait en début d'année. La pente au début est très importante. Donc au point O, la pente est très importante. Comme cette pente, c'est quoi? C'est dx sur dt. Donc dx sur dt, qu'est-ce que c'est? C'est la vitesse, c'est la coordonnée vx de la vitesse. Et comme dans le cas de la voiture, il n'y a qu'une seule coordonnée, on va dire que c'est comme si c'était la vitesse. Donc dx sur dt, donc le coefficient directeur de la pente, c'est la vitesse. Donc ça veut dire ici que on a une grande vitesse. En ce point-là, la pente est moins importante, ça veut dire que la vitesse diminue. Elle est moins importante qu'au début. Et à la fin, la pente est nulle, donc c'est plat, donc ça veut dire que la vitesse est nulle. Donc ici, si vous avez une courbe comme ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez une voiture, par exemple, qui a démarré, donc sa vitesse est partie de 0, ou plutôt je dis n'importe quoi, ça veut dire que vous avez une voiture qui a commencé à décélérer. Donc elle était à une certaine vitesse au début, et sa vitesse diminue de plus en plus. Par exemple, c'est comme si vous aviez une voiture qui était à 100 km/h, et d'un coup elle commence à avoir sa vitesse qui diminue. Pourquoi? Parce qu'il y a un feu rouge qui est devant elle, par exemple. Donc elle doit s'arrêter. Et ça se fait progressivement. Donc je vous rappelle que dans une courbe x égale f de t, donc x en fonction de t, la pente de la courbe en un point est sa dérivée dx sur dt. Donc la pente de la courbe c'est dx sur dt. Et dx sur dt, on a vu tout à l'heure que c'était vx. Vous l'avez ici. Donc c'est la vitesse. C'est une des coordonnées de la vitesse. Qu'est-ce que l'accélération? C'est exactement la même chose que la relation entre l'accélération et la vitesse instantanée. C'est exactement la même relation qu'il y avait entre la vitesse instantanée et le vecteur position. Donc, la vitesse instantanée, c'est rien d'autre que l'évolution du vecteur position au cours du temps. Et ben, l'accélération, c'est pareil, c'est l'évolution de la vitesse en fonction du temps. Donc, si la vitesse augmente, l'accélération est positive. Si la vitesse diminue, l'accélération est négative. Si la vitesse est constante, l'accélération est nulle. Donc comment est-ce qu'on écrira l'accélération moyenne? De la même manière que pour la vitesse moyenne. Sauf qu'on remplace le vecteur position par le vecteur vitesse, parce que c'est l'évolution de la vitesse en fonction du temps. Et l'accélération instantanée s'écrira de cette manière-là. Donc on remplace les delta par des d. Donc ça, c'est absolument à retenir. Donc dans vos fiches, vous pouvez écrire simplement justement euh, pour aller un peu plus vite, les formules qui sont à retenir par exemple. Donc on peut aussi décomposer l'accélération instantanée selon les trois axes du repère, si vous avez trois axes. Si dans un problème vous avez que deux axes, vous la décomposez que selon deux axes. Et si vous n'avez qu'un axe, vous pouvez le décomposer que selon un axe. Tout dépend du problème. Donc ici, on a bien les trois coordonnées de l'accélération qui sont AX, AY, AZ, selon I, J et K. Donc AX, c'est D, donc comme A, c'est dV sur dt, donc ça veut dire que AX, ça va être dVx sur dt. AY, ça va être dVy sur dt, et AZ, dVz sur dt. Mais comme on avait Vx qui était égal à dx sur dt, ça veut dire c'est comme si on allait dériver deux fois le x. Donc c'est comme si on avait d sur dt de dx sur dt. Donc ça fait d de x sur dt carré. C'est la façon dont on écrit les choses, mais bon. Vous, peu importe, vous n'aurez pas forcément besoin de ça.
Donc cette fois-ci, si j'ai au lieu de x, je mets v ici, et là ici j'ai t, donc ça veut dire que ce qui m'intéresse, c'est pas l'évolution de la position au cours du temps, mais c'est l'évolution de la vitesse au cours du temps. Donc si je fais la pente de cette courbe-là, ça va être quoi cette pente? Donc le coefficient directeur de la pente, ça va être dv sur dt. Et dv sur dt, c'est rien d'autre que a. Donc dv sur dt, c'est a. Donc là, on fait comme si on avait un mouvement à une seule dimension. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce que ça veut dire ça? La pente est importante, ça veut dire que la vitesse varie rapidement. Donc comme dv sur dt, c'est l'accélération, comme la pente est importante, ça veut dire que l'accélération est importante. On a une grande accélération. Ensuite, ici, l'accélération est moins importante vu que la pente est moins importante. Et ici, l'accélération est nulle vu que la pente est nulle. Donc quel est ce cas ici? C'est comme si que vous aviez, c'est pas comme si, c'est l'exemple d'une voiture par exemple, qui au démarrage accélère à fond. Et quand, au fur et à mesure qu'elle atteint la vitesse qu'elle voulait atteindre, donc elle accélère de moins en moins. Et ici, vous voyez que son accélération est nulle. Pourquoi? Parce que la personne qui était dans la voiture a estimé qu'il avait atteint la vitesse euh, qu'il voulait atteindre. Donc la vitesse est constante, donc il n'a plus besoin d'accélérer. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit aussi à l'oral. Maintenant, on va voir comment tracer un vecteur variation de vitesse. Donc, comment tracer le vecteur variation de vitesse delta V6, par exemple, au point M6. Donc, le point M6, il est ici. Je vous ai dit tout à l'heure que pour tracer le vecteur variation de vitesse au point M6, il me fallait M5 et M7. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit que pour tracer V6, pardon, il me fallait M5 et M7. Donc, ici, ce qui va m'intéresser, c'est avoir V5 et V7. V5, c'est M4, M6 sur delta T. V7, c'est M6, M8 sur delta T. Donc je prends le point d'avant, le point d'après. On a 7 ici, le point d'avant c'est bien 6, le point d'après c'est bien 8. Le delta T, en fait, ça va être l'instant T6 moins l'instant T4. Donc ici, comme on vous dit que à chaque fois qu'on prend une photo de la position de l'objet, il se passe 0,20 secondes, ça veut dire qu'entre M4 et M6, il s'est passé 0,40 secondes. Donc deux fois ce temps-là. Donc les vecteurs V5 et M4, M6 sont collinéaires, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. V5 et M4, M6 sont collinéaires. Donc ça veut dire que si je trace M4, M6, ben, je saurai que V5 sera parallèle à cette droite-là, à ce vecteur-là. Donc M4, M6, il est là. Et comme V5, je sais qu'il est sur le point V5, sur le point M5, pardon, parce que c'est la vitesse au point M5. Donc, je peux tracer la parallèle à M4, M6 au point M5. Et je fais la même chose pour M7. Donc je prends M6, M8. Et ensuite, au point M7, je prends la parallèle à ça. Et il ne reste plus qu'à tracer ensuite euh, les, les vecteurs V5 et V7. Mais comment est-ce que je les trace? Je sais que c'est collinéaire et que c'est le même sens. Le V5 est collinéaire, donc même direction, et même sens que M4, M6. Donc ça veut dire qu'il va être comme ça, dans ce sens-là. La direction est donnée par la droite, et le sens, c'est le même sens que M4, M6. Par contre, où est-ce que je m'arrête? Pour ça, en fait, il faut que vous donniez une échelle. Et il faut que vous calculiez la norme de ce vecteur-là. Donc M4, M6, donc la norme de M4, M6. Donc vous mesurez M4, M6, par exemple, ça fait 10 cm, divisé par delta T, ben, delta T vous l'avez ici. Et après, par rapport à l'échelle, vous tracez votre V5. Donc V5 il est là, et V7 il est là. Là, on n'a pas encore tracé delta V6, c'est ce qu'on voulait au début. Pour l'instant, on a juste tracé
V5 et V7. Pourquoi? Parce que delta V6, c'est V7 moins V5. Donc maintenant qu'on a tracé V7 moins V5, c'est assez simple. Donc, V7 moins V5, c'est la même chose que V7 plus moins V5. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que pour des vecteurs, on ne sait pas tracer des, euh, des soustractions de vecteurs, mais on sait tracer des additions de vecteurs. Donc en fait, on utilise cette astuce-là, cette astuce. Et moins V5, c'est rien d'autre que le même vecteur que V5, mais dans l'autre sens. Donc ça veut dire que c'est la même direction que V5. Donc la direction, c'est cette droite-là. Par contre, au lieu d'aller dans ce sens-là, il va aller dans l'autre sens. Mais avec la même norme, la même valeur de. Donc le même. Si vous avez 3 cm ici, vous aurez 3 cm de l'autre côté. Donc comment est-ce qu'on fait? Pour tracer une somme de deux vecteurs, c'est très simple. U plus V, comme ce V-là, c'est le même que celui-là. Donc U plus V, c'est comme si c'était U plus ce V-là. Donc dans ce cas-là, je suis ici et je suis arrivé là. Donc en fait, vous tracez un parallélogramme et U plus V, quand les deux vecteurs partent du même point, vous avez la diagonale du parallélogramme, qui est la somme des deux vecteurs. Donc ici, c'est ce qu'on va faire. Nous, ce qu'on veut, c'est tracer delta V6 au point M6. Donc on va tracer V5, V7 pardon, et moins V5 au point M6. V7 il est là, moins V5 est ici. Et j'ai plus qu'à faire le parallélogramme. Et dans ce cas-là, j'aurai mon delta V6, qui est comme ça. Ensuite, on sait que le vecteur A6, donc l'accélération moyenne, entre les positions 5 et 7, donc au point 6, c'est delta V6 divisé par delta T. C'est ce qu'on a vu juste avant. Donc ça veut dire que le A6 sera collinéaire au vecteur delta V6. C'est juste la norme qui sera différente parce qu'il faudra diviser par delta t. Et ce delta t sera égal à 2 taux, donc 0,40 secondes. Et dans ce cas-là, en fait, on peut choisir une autre échelle. Et selon l'échelle que vous allez choisir, vous aurez un vecteur plus grand ou plus petit, peu importe. Donc moi, je ne vous ai pas donné d'échelle, mais bon, on va dire que le vecteur accélération ici est comme ça. Qu'est-ce qu'on peut se rendre compte de quoi ici? On peut se rendre compte du fait que l'accélération est centripète. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le vecteur accélération va vers le centre du cercle pour, pour un mouvement circulaire. Et on verra la semaine prochaine que ça permet de redémontrer à peu près la deuxième loi de Newton qui dit que la force, la somme des forces extérieures au système auquel est appliqué ceci, pardon, je reprends, qui dit que la force des forces auquel est soumis ce système, donc extérieur à ce système auquel elle est soumise, est collinéaire à l'accélération. Donc ça veut dire que si l'accélération est dans cette direction et ce sens-là, ça veut dire qu'il y a une force qui fait que, imaginez que ce soit la Lune ici et la Terre ici, ça veut dire qu'il y a une force qui attire la Lune vers la Terre. C'est pour ça que l'accélération est dans ce sens-là. Donc on verra ça plus tard. Donc on avait dit au début du cours qu'on allait revoir qu'est-ce qu'était le repère de Freinet. Donc le repère de Freinet, c'est un repère qui est différent du repère cartésien. Le repère cartésien, on a un axe, deux axes ou trois axes, donc OX, OY, OZ, qui sont perpendiculaires entre eux. Et c'est un repère qui est fixe en général. En général, qui est fixe. Donc on choisit notre origine au point O, et ce point O est fixe. Par exemple, le sommet de la colline qu'on avait tout à l'heure. Pour le repère de Freinet, la différence ici, c'est que ce sera un repère qui est mobile. Mobile, ça veut dire quoi? Ça bouge. Ça veut dire que ça bouge. C'est un repère qui ne va pas être immobile, donc il va être mobile. Et ce repère aura comme centre, comme origine, le centre d'inertie de l'objet.
ou centre de masse de l'objet autour duquel tourne le système étudié. Dans ce cas-là, on aura deux vecteurs unitaires. Comme on a une trajectoire circulaire, on n'a pas besoin de trois vecteurs unitaires. Deux suffisent. Donc on a le vecteur unitaire normal. Normal, ça veut dire orthogonal. Donc quand vous voyez le mot normal en mathématiques, ça veut dire perpendiculaire ou orthogonal. Donc c'est le vecteur unitaire qui est normal en tout point à la trajectoire du système étudié. Et le deuxième vecteur, c'est le vecteur unitaire tangent. Ça veut dire qu'il est tangent en tout point à la trajectoire du système étudié. Et je viens vous donner un exemple. Ici, on a le Soleil, le centre du Soleil. Donc on est dans le référentiel héliocentrique et on prend comme repère le repère de Fresnel pour étudier le mouvement de la Terre. Donc n, on a dit que c'est le vecteur unitaire normal, donc c'est normal en tout point à la trajectoire. Donc la trajectoire est comme ça. Donc la tangente au point O, ici, est comme ça. Donc n est bien perpendiculaire en ce point-là à la trajectoire. Et t, c'est tangent, donc il est comme ça. Un autre exemple, n, t, n, t, n, t. Et vous voyez ici que le vecteur t varie. Donc sa norme ne varie pas, mais son sens et sa direction changent. Donc ça, on le fait dans le cas on utilise ça dans le cas des trajectoires circulaires parce que c'est quelque chose qui, euh, qui nous permet de résoudre les problèmes demandés, alors qu'avec un repère cartésien, je ne vais pas me lancer dedans tout de suite, on ne pourrait pas résoudre ces problèmes. Quelle est la particularité du repère de Fresnel? On va le voir juste après. Le vecteur vitesse s'écrit, et ça vous devez le connaître, selon euh, deux coordonnées, Vt et Vn. C'est plus x, y, z cette fois-ci, c'est t et n, donc Vt et Vn. Donc Vt, vous devez le connaître, c'est dom sur dt fois t, donc c'est assez simple en fait. C'est simplement la définition du... Oh, je me suis trompé ici, je crois. Non, peu importe. C'est dom sur dt, et Vn, c'est égal à 0 fois n. Là, c'est dans le cas, je ne vous ai pas donné le cas global, c'est dans le cas où vous avez une trajectoire circulaire. Non, je dis des bêtises en plus. Je vais voir après si je me suis trompé. Je dis des bêtises. C'était bon en fait ce que je disais. Je suis un peu fatigué. Donc Vn, forcément, la vitesse, oubliez ce que j'ai dit avant. Donc V égale à Vt plus Vn. Donc comme la vitesse de la Terre est bien dans ce sens-là, donc toute la vitesse est selon t. Donc dom sur dt, selon t. Alors que la Terre ne s'approche pas du Soleil. Donc ça veut dire que la vitesse n'est pas comme ça. Si elle était comme ça aurait été selon t et selon n. Donc là, en fait, on a bien dom sur dt fois t, alors que selon n, il n'y a pas de coordonnées selon n. Donc toute la vitesse se fait selon t. J'étais directement sur l'accélération tout à l'heure, c'est pour ça. Alors que le vecteur accélération, c'est ça que vous devez retenir aussi. Ce sera at plus an. Donc at, c'est dv sur dt fois t. Donc ça veut dire que si la vitesse ne change pas, dv sur dt, je vous rappelle que c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Donc dérivée, c'est comme une variation de vitesse. Donc si la vitesse ne varie pas, la variation de vitesse, elle est égale à 0. Donc ça veut dire que ça, ce sera égal à 0 dans le cas d'un mouvement uniforme, circulaire uniforme. Alors que l'accélération, selon n, elle sera égale à v carré sur r. Donc la vitesse au carré divisé par r. Qu'est-ce que r? C'est le rayon de la trajectoire. Donc si la Terre, sa trajectoire circulaire,
est comme ça. Donc le rayon de la trajectoire, c'est r. Donc ça veut dire que c'est la distance entre le centre du Soleil, dans ce cas-là, et le centre de la Terre. Ça s'appelle le rayon de courbure. Donc, comme je l'ai dit juste avant, si c'est un mouvement circulaire, uniforme, on a dv sur dt égale à 0. Parce que, comme c'est uniforme, la vitesse ne varie pas, donc dv sur dt est égal à 0. C'est-à-dire que l'accélération selon t est égale à 0. Et en général, c'est ce que vous aurez. Qu'est-ce qu'un mouvement rectiligne uniforme? Donc, un mouvement rectiligne uniforme, c'est un mouvement pour lequel la trajectoire est rectiligne, c'est ce que vous avez ici, une voiture qui va tout droit, une trajectoire rectiligne, et uniforme, ça veut dire que la vitesse est constante. Si la vitesse est constante, ça veut dire que si je prends une photo toutes les secondes, vous aurez toujours la voiture qui va apparaître à un autre endroit, mais avec des intervalles réguliers. Donc ici, vous avez une distance d, d et d à chaque fois. Cette distance ne varie pas. Ce d, ce sera égal à v fois delta t, justement. Comme la vitesse ne varie pas, v fois delta t est constant. Donc, si la vitesse ne varie pas, on a 120 km par heure ici, à chaque fois, à chaque instant. Donc ça, c'est un mouvement rectiligne uniforme. Donc dans un mouvement rectiligne uniforme, le vecteur vitesse du centre de masse du système est constant. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un vecteur est constant? Ça veut dire que les trois composantes, les trois caractéristiques du vecteur sont constants. Sa direction est constante, son sens est constant, et sa norme ou valeur est constante. Si la direction et le sens sont constants, ça veut dire qu'on a un mouvement rectiligne. Et si la norme de la vitesse est constante, ça veut dire la valeur de la vitesse est constante, on a un mouvement qui est uniforme. Donc, en fait, mouvement rectiligne uniforme, ça veut simplement dire que le vecteur vitesse est constant. Donc, si la vitesse garde sa valeur initiale, vous aurez Vx, le, comment dire, le, la courbe Vx en fonction de t, ça va vous donner une droite qui est constante, donc qui n'a pas qui a une pente nulle, et qui sera toujours égale à la vitesse initiale. Donc l'équation, c'est Vx égale à constante, et cette constante, c'est V0x. Donc ça veut dire Vx de t est égal à V0 de x. Ensuite, si la vitesse est constante, l'accélération, qu'est-ce qu'on peut dire de l'accélération? Donc regardez ici, l'accélération, on sait que c'est dv sur dt, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc c'est la variation de t, la, la dérivée de t par rapport à t. Donc la variation infinitésimale de v par rapport à t. Si la vitesse est constante, est-ce que la variation de la vitesse, elle serait égale à combien? La variation de la vitesse, elle serait égale à 0. Donc ça veut dire que l'accélération est égale à 0. Donc si l'accélération est égale à 0, une des composantes de l'accélération sera forcément égale à 0 aussi. Donc, c'est ce que j'ai ici. L'équation ax égale à 0. Et la troisième chose importante, on a vu vitesse, accélération et vecteur position. Normalement, c'est dans l'autre sens, mais bon. Vecteur position, vitesse, accélération. Donc, les trois choses importantes. Donc, comment est-ce que je sais comment varie le vecteur position OM? Je sais que si je connais V, je peux retrouver OM. Pourquoi? Parce que V, c'est égal à la dérivée de OM par rapport à T. Mais si je sais que V, c'est une constante, ça veut dire que la variation du vecteur position est constante. Donc la dérivée du vecteur position est constante, ça veut dire que la variation du vecteur position par rapport au temps est constante. Ça veut dire que le vecteur position va varier toujours de la même façon à chaque laps de temps donné. Donc ça veut dire que ce vecteur position, par exemple, une des coordonnées, j'avais x, ce sera égal à x0 plus d, une distance. Et si je prends
c'est x à l'instant t. Si je prends maintenant x de 2t, ce sera égal à x0 plus 2d. Parce qu'à chaque instant t, il va parcourir d, une distance d. Donc en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une fonction affine. Une fonction affine, donc j'ai x0 ici. Et la pente, c'est Vx. Pourquoi la pente c'est Vx? Parce que j'ai bien dx sur dt, et dx sur dt c'est Vx. Oui, ici, on a pris seulement un seul axe, donc c'est pour ça que je mets à chaque fois x, Vx, Ax et x de t, parce que on va dire que la voiture ne varie que selon un seul axe. Donc on va continuer. Qu'est-ce qu'un mouvement rectiligne uniformément accéléré? Donc c'est un mouvement qui est rectiligne et qui est accéléré. Qu'est-ce que ça veut dire uniformément accéléré? Uniforme, ça veut dire que la vitesse est constante. Uniforme, c'est quelque chose qui est constant. Uniformément accéléré, ça veut dire que l'accélération est constante. Donc un mouvement accéléré, on peut avoir une accélération qui varie au cours du temps. Mais ici, uniformément accéléré, ça veut dire que l'accélération est toujours constante au cours du temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si c'est un mouvement accéléré, ça veut dire que si je prends si je prends la position de la voiture à un instant, que je la prends une seconde après, elle aura parcouru une certaine distance. Si je la prends encore une seconde après, elle n'aura pas parcouru la même distance, parce que la vitesse n'est pas constante. L'accélération est constante. Donc si on accélère, ça veut dire que la vitesse augmente. Si la vitesse augmente, ça veut dire que la distance, pendant le même laps de temps, va augmenter. Et pareil pour le laps de temps suivant. La distance va encore augmenter. Donc c'est ce qu'on a ici. Donc ça veut dire que la vitesse augmente, mais on peut voir ici aussi que, comme c'est un mouvement qui est rectiligne et uniformément accéléré, ça veut dire que la vitesse augmente avec toujours la même valeur à des laps de temps donnés. Par exemple, on était à 0 km/h, une seconde après, on a 40 km/h, une seconde après, on a encore augmenté de 40 km/h, ça fait 80, et une seconde après, on a encore augmenté de 40 km/h, donc ça fait 120 km/h. Enfin, une seconde, j'abuse un peu, hein. Par exemple 5 secondes, 10 secondes, mais vous avez compris le principe. Donc c'est comme tout à l'heure, l'accélération est constante. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, plutôt on va parler de la vitesse. Donc un mouvement rectiligne uniformément accéléré est un mouvement pour lequel le vecteur vitesse du centre de masse du système a pour caractéristique donc sa direction, son sens et sa norme. Donc sa direction et son sens sont constants, ça veut dire que le mouvement est rectiligne. Par contre, sa norme n'est pas constante. Donc le mouvement n'est pas uniforme, il est uniformément accéléré. Donc ça veut dire que sa norme varie toujours de la même manière. Donc on était à 0, on passe à 40, puis 80, puis 120, puis 160, etc. Donc c'est uniformément accéléré. Donc ici, comme on sait que c'est uniformément accéléré, ça veut dire que l'accélération est constante. Et si l'accélération est constante, ça veut dire que V varie de manière constante. Pourquoi? Parce que l'accélération, c'est égal à dv sur dt. Donc si A égale à constante, ça veut dire que dv sur dt est une constante. Donc ça veut dire que la variation de la vitesse est constante par rapport au temps. Donc ça veut dire un petit peu comme pour la position qu'on avait tout à l'heure, ça veut dire qu'on a une fonction affine ici. Ça veut dire que la vitesse va toujours augmenter de la même. Donc la vitesse à un instant t, par exemple cet instant-là, ça va être la vitesse initiale, qui était 0, plus une certaine valeur. Donc ça va être plus 40 ici. Donc si le t entre là et là égale à 1 seconde, ça veut dire que ax, ce sera égal à 40. Si maintenant je prends comme v0 40,
Ça voudra dire que Vx de t, si je prends t égale 1 seconde, ça veut dire que je serai ici. Donc j'étais à 40 plus 40 fois 1. Ça fait 80. Donc j'ai bien AX qui est égal à 40 ici. Donc ici, on va faire un petit peu comme tout à l'heure, l'accélération en fonction du temps. On sait qu'elle est constante. C'est bizarre parce que je l'avais fait au fur et à mesure, je sais pas pourquoi ça a apparu comme ça, peu importe. Donc l'accélération est constante, et comme elle est constante, elle est aussi égale à sa valeur initiale. Donc son équation, ça va être ax de t est égal à une constante qui est a0x. Donc ax de t est égal à a0x. Maintenant pour la vitesse. On a dit que la vitesse varie de manière constante. Donc on a Vx qui est égal à V0 plus AX de t. Là on a une fonction affine, avec V0 qui est l'ordonnée à l'origine, et AX qui est la pente. Donc l'équation, ça donne, c'est ce qu'on a ici. La pente, c'est AX. Pourquoi est-ce que c'est AX? Parce que je vous ai dit que quand vous avez une courbe, la pente de la courbe, c'est D de l'ordonnée sur D de l'abscisse. Donc D de Vx sur D de t. Et vous savez que D de Vx sur D de t, c'est AX. Et maintenant, X par rapport à t, donc X en fonction de t, ça on le reverra un peu plus tard. Donc si la vitesse varie, et en plus on dit qu'elle varie et qu'elle augmente même, elle augmente rapidement. Si elle augmente et que la vitesse c'est la dérivée du vecteur position par rapport au temps, ça veut dire que le vecteur position va varier encore plus rapidement que la vitesse. Donc vous aurez quelque chose de ce type-là. En fait, vous aurez une équation du second degré. On le verra un peu plus tard, la semaine prochaine. Ce n'est pas terminé, presque. Mais juste pour la semaine prochaine, ce qui est intéressant de voir, c'est quelques outils mathématiques. Donc on va le voir tout de suite. Donc, ici, vous avez des dérivées et des primitives. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu en mathématiques, j'espère. Si vous ne l'avez pas vu, on va le voir tout de suite. Donc, le plus important, ça va être celle-ci. La dérivée d'une fonction, vous l'avez ici. La primitive de la fonction, vous l'avez ici. Je vais expliquer juste après qu'est-ce qu'une primitive. Une dérivée, on l'a vu, c'est d de f sur dx. Par exemple, la dérivée de f, c'est d de f sur dx. Donc la dérivée de f de x. Ou alors f' de x en mathématiques. Donc quelle est la dérivée de x puissance n? Donc ça, vous devez le connaître par cœur. C'est n fois x puissance n-1. Donc quelques exemples. Si je prends x puissance 0, x puissance 0 c'est 1. Vous savez que quelque chose puissance 0 c'est toujours 1. Donc x puissance 0, ça va être égal à, si je prends cette formule-là, ça va être 0 fois x puissance 0 moins 1. Donc 0 fois x puissance moins 1. Donc ça fait 0 sur x, ça fait 0. Donc la dérivée de 1, c'est 0. Retenez d'ailleurs que la dérivée d'une constante, ça peut être 2, ça peut être 1000, ça peut être 10 000, ça peut être moins 3. La dérivée d'une constante, c'est toujours 0. Maintenant, si je prends n égale 1, donc la dérivée de x puissance 1, ça va être 1 fois x puissance 1 moins 1. Donc 1 fois x puissance 0. X puissance 0, on sait que c'est 1. Donc 1 fois 1, ça fait 1. Donc la dérivée de x puissance 1, c'est rien d'autre que x. La dérivée de x, c'est 1. Donc si je vous dis la dérivée de 3x, 3x c'est 3 fois x. Donc la dérivée de 3x, ça va être 3 fois 1. Donc ça va être 3. La dérivée de 5x, ça va être 5. La dérivée de moins 2x, c'est moins 2. Si je prends un dernier exemple, et puis après je m'arrête là, pour le reste vous le verrez vous-même. Donc si je prends 2, donc x au carré, c'est quoi sa dérivée? C'est 2 fois x puissance 2 moins 1. Donc ça fait 2 fois x puissance 1. Donc ça fait 2x. Donc vous vous rendez compte que le nombre qui est ici, vous le mettez ici, et vous enlevez 1 au nombre qui est là, à l'exposant. Donc 2 puissance x moins 1. 3 puissance x puissance 2. J'ai 2 puissance x, j'ai dit n'importe quoi pour celui-là. 2 puissance x
2 fois x puissance 1, pardon. Là, 3 fois x puissance 2, 4 fois x puissance 3, etc., etc. Donc c'est assez simple à retenir. Les autres, je vous laisse les voir. Ce sont des formules que vous devez retenir. Normalement, en mathématiques, vous avez dû les retenir. Ces deux-là, ils sont assez simples parce que c'est la même formule que celle-ci en réalité. 1 sur x, c'est x puissance moins 1. Donc, c'est comme si vous aviez un exposant. C'est la même formule en fait. Donc si j'ai moins 1 ici, ça me fait moins 1 fois x puissance moins 1 moins 1. Donc x puissance moins 2. Et x puissance moins 2, c'est 1 sur x puissance 2. Donc ça fait moins 1 sur x puissance 2. Une racine carrée, retenez ça aussi, c'est un exposant 1 demi. Donc si j'ai 1 demi ici, ça fait 1 demi fois x puissance 1 demi moins 1. Donc ça fait x puissance moins 1 demi en fait. Donc ça fait 1 sur 2 racine de x. Sachez rapidement. Les autres, retenez-les si vous voulez. C'est utile en mathématiques. C'est utile en physique à l'université, mais pour ce qu'on en a à faire nous cette année, ce qui va vous servir le plus, c'est vraiment celle-ci, celle qui est encadrée en rouge. Euh, Maintenant, qu'est-ce qu'une primitive? Une primitive, c'est à partir de cette fonction-là, je vais essayer de trouver la primitive. C'est quoi la primitive? C'est la fonction qui, si je la dérive, va redonner la fonction. En gros, dans ce sens-là, si je dérive ça, ça va me donner ça. Si je dérive ça, ça va me donner ça. Donc si je fais la primitive de ça, ça va me donner ça. Si je fais la primitive de ça, ça va me donner ça. En fait, primitive et dérivée, ce sont des fonctions inverses. Pas des fonctions, mais des opérations inverses. Donc ça, en fait, si je dois dériver ça, vous vous rendez bien compte que x puissance n plus, x puissance n plus 1, sa dérivée, c'est n plus 1 fois x puissance n. Et si je fais n plus 1 divisé par n plus 1, ça me donne 1. Donc il ne me restera plus que x puissance n. Faites-le sur un papier si vous voulez. Donc vous vous rendez compte que la dérivée de ça, ça donne bien x puissance n. Plus une constante ici. Pourquoi? Parce qu'une constante, je vous ai dit juste avant que si vous dérivez une constante, ça donne toujours 0. Donc là, vous aurez x puissance n plus 0. Donc peu importe ici, ça peut être 1, ça peut être 1000, ça peut être 300 millions. Donc cette constante-là, peu importe, si vous la dérivez, ça donne 0, donc ça ne change rien du tout. Et ça va être super important pour la semaine prochaine parce que cette constante, nous, on va la déterminer grâce aux conditions initiales. C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Donc je vous montre une dernière diapo et je vous laisse. C'est exactement la même. Donc juste pour que vous ayez l'habitude, nous, ce qu'on va utiliser, c'est pas une variable x, mais c'est une variable t. Donc dans le mouvement, qu'est-ce qui varie? C'est le temps. Donc dans ce cas-là, en fait, ce qu'on va dériver ou ce qu'on va intégrer, ce sont des fonctions du temps. Donc ce sont les mêmes choses à retenir, sauf vous remplacez x par t. Donc ça a été un petit peu long, j'espère que ça a été clair. J'étais un petit peu fatigué. N'hésitez pas à me dire s'il y a des choses que vous voulez que je revoie. De toute façon, je ferai une petite heure, je pense, de questions-réponses dans la semaine. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Au revoir tout le monde.